merci de votre présence. Comme vous le savez, je suis supposé vous parler du secret professionnel, notion qui, à la fois, est au cœur quotidiennement de notre exercice, mais qui aussi, ces derniers temps, a subi un certain nombre de soubresauts et de définitions qui viennent singulièrement bouleverser un certain nombre d'habitudes mentales que nous avions, habitudes qui d'ailleurs avaient été prises au cœur de ce qui était la formation que nous avons les uns et les autres reçue, où quelques bâtonniers répétaient à l'envi que le secret professionnel était général, absolu et illimité. Je crains de devoir aboutir, mais je ne veux pas anticiper sur ce qui sera une conclusion, à l'idée que ce secret professionnel n'est en réalité ni général, ni absolu, ni illimité. Pire encore, vous verrez qu'un certain nombre d'autres adjectifs ne sont plus susceptibles de lui être accolés, et au-delà de ce qui peut n'être qu'une curiosité intellectuelle d'analyse du contenu du concept, il faut en tirer les conséquences sur le comportement qui doit être le nôtre et sur le fait que ce que nous croyons secret peut ne pas l'être, ce qui pourrait ne pas avoir trop d'importance si d'aventure cette relation que l'on croit secrète et dans laquelle nous sommes toutes à l'abri de cette confidentialité, on se laisse un peu aller, n'intéressait aussi d'autres personnages, à commencer par les juges d'instruction qui rêvent que nos cabinets soient animés par des micros, ce qui, somme toute, simplifierait beaucoup les recherches et donnerait à la manifestation de la vérité une sorte de spontanéité que nous n'avons pas vocation à porter dans leur dossier. Alors d'abord, le secret professionnel est une très vieille notion que l'on trouve déjà dans le droit romain. Et si je vous parle des origines historiques, je vais balayer un peu les siècles sur le terrain du secret professionnel, ce n'est pas simplement pour que l'histoire soit évoquée, ce qui n'a parfois pas d'importance, mais pour savoir d'où nous venons et pourquoi certaines conclusions ont pu être apportées très récemment. Lorsque je vous disais que le secret professionnel existe dans le droit romain, on le trouve dans le Digeste, cette compilation législative du VIe siècle de notre ère, où il est question de la nécessaire discrétion des intervenants en matière de justice, et où l'on trouve l'adage qui, somme toute, résume encore aujourd'hui la situation, advocatus testimonium fere non potest, et comme tout le monde a compris, l'avocat ne peut pas porter témoignage. Mais que l'avocat ne puisse pas porter témoignage est une chose, il reste que, au-delà de cet interdit, au-delà de ce qui constitue déjà au VIe siècle une sorte de limite négative, la question se pose de savoir, mais qu'est-ce que le secret et surtout, qu'est-ce qui est secret? Déjà, ce code romain comportait un certain nombre de peines pour ceux qui franchissaient les limites de cette discrétion obligatoire, qui d'ailleurs, peine qui n'était pas automatiquement prévue pour l'avocat. Vous savez que dans le droit romain, l'avocat n'est pas une profession à part entière. L'avocat, c'est celui qui est appelé auprès d'un justiciable. C'est celui qui va apporter une défense. C'est en quelque sorte le soutien, l'ami, que l'on retrouve également à travers l'exécuteur testamentaire. Et c'est précisément à propos du secret des testaments, du vivant bien sûr, du testateur, que se pose le problème de l'obligatoire discrétion de celui qui sait de quoi l'on parle. Plus tard, au cours de l'Ancien Régime, on va également trouver un certain nombre de manifestations de ce secret professionnel à travers une ordonnance de 1453 où, somme toute, sans véritablement prendre de dispositions concrètes,
on va parler de l'indiscrétion. Ça marche plus tout à coup, je crois. Ouais, c'est ça. Vous m'entendez ou pas? Mieux avec le micro, hein. Non, ouais. Parce que la salle est grande. Ouais. Donc, il va être question des préoccupations royales quant à l'indiscrétion des gens de justice. Expression qui a sa portée, c'est-à-dire que là encore, le secret n'est pas accolé à une réalité concrète, à un acte, à un document, à une circonstance. Il ne porte que sur l'obligation de discrétion pesant sur l'homme de justice. Je dis homme de justice, que les dames me pardonnent, mais à l'époque, il n'y en avait pas de dames de justice. La notion de secret va également, un peu plus tard, apparaître dans le cadre d'un édit de Louis XI, où l'on reproduit à peu près la formule latine, selon que je vous parlais tout à l'heure, à savoir que l'avocat ne peut pas porter témoignage. Quelques peines pour les indiscrétions vont être édictées en 1493, et en 1728, je saute allègrement les siècles, mais il faut se rapprocher de la période contemporaine, en 1528, à l'occasion d'une audience solennelle du Parlement de Paris, un avocat général faisait la déclaration suivante. La foi religieuse du secret est essentielle au barreau. Ce sont les lois elles-mêmes qui, en instituant l'avocat, lui imposent la loi du secret sans laquelle son ministère ne peut s'exercer et ses fonctions sont impossibles. Donc là encore, à travers ce propos du début du XVIIIe siècle, c'est la discrétion de l'avocat qui est en cause. C'est son absence de révélation obligatoire de ce qu'il sait. On parle donc d'une obligation de discrétion, d'une obligation au silence. Il faut se taire, mais la vraie question, c'est se taire à propos de quoi? Que ne faut-il pas dire? Quel est objectivement le champ d'application de cette obligation à caractère, encore une fois, négatif, puisqu'il s'agit d'une abstention de révélation, sans très bien que l'on sache quelle est la norme de cette attitude subjective, c'est-à-dire quelle est la frontière qui sépare ce qui peut être rapporté de ce que l'on ne doit pas dire. Arrivons à la période contemporaine, presque contemporaine, puisque le droit a été modifié, mais que le cœur des choses, la matrice est là, le Code pénal de 1810. Le Code pénal de 1810 va édicter un article 378, qui est l'ancien du 226-13 actuel, l'article 378 qui parle du secret. Mais en quels termes parle-t-il du secret? Ce qui est extraordinairement révélateur, c'est que cet article 378 parle d'un certain nombre de professions. Je ne vous fais pas de commentaires, décidément. Ça c'est un truc de magistrat, c'est pour pas qu'on dépasse les 5 minutes de plaidoirie. Cet article 378 va être tout à fait révélateur, le voici. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, ou par fonction temporaire ou permanente, des secrets qu'on leur confie. Alors, dans cette dernière formule, toute personne qui par état ou profession reçoit confidence de secret, on voit bien que l'avocat y est tout naturellement inclus. Mais ce que je trouve extraordinairement révélateur, c'est que les professions nommément visées, désignées dans cet article, sont des professions de santé, et pas les professions juridiques, et pas la profession d'avocat. Alors, bien entendu, les avocats vont immédiatement, c'était d'ailleurs dans leur tradition, vont s'emparer de cette disposition, mais il y a quelque chose que je trouve tout à fait révélateur dans le fait qu'on ne formule pas le mot d'avocat. Alors, bien sûr, nous sommes en 1810, et je ne sais pas si cette date vous dit quelque chose. Moi, ça me rappelle 2010,
Ah, c'est plus proche de nous. 2010, c'était le bicentenaire. Le bicentenaire de quoi, mes chers confrères? Le bicentenaire du rétablissement du barreau. Ce qui fait qu'en 1810, ce qui a été écrit probablement un peu avant, le barreau n'existait plus. Il n'était pas encore rétabli, de sorte que la notion de secret allait plus naturellement aux professions qui demeuraient inscrites dans l'organisation sociale, les professions de santé, plutôt que aux professions juridiques et notamment à l'avocat. Néanmoins, il est évident que cet article va être le point de départ de tout ce qui va être vécu par le barreau au niveau du secret. Émile Garçon, dans son commentaire du code pénal, dit la chose suivante. Il faut que je vous le lise car il y a là quelque chose de tout à fait révélateur de la portée que ce grand commentateur du droit donne à la notion de secret professionnel. Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur. Mais ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n'étaient assurées d'un secret inviolable. Il importe donc à l'ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit imposé sans condition ni réserve, car personne n'oserait plus, s'adresser à eux si l'on pouvait craindre la divulgation du secret qui leur a été confié. Ce secret est donc absolu et d'ordre public. Voilà déjà une première origine de la mythologie du caractère absolu du secret. N'allons pas trop vite et voyons sur quoi est fondée cette analyse.